Sur cette chaîne, mon objectif est de parler ouvertement des budgets en sport automobile. C'est un sujet tabou et trop peu abordé selon moi. Pourtant, en sport auto, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on roule pas. Ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo sur les budgets en Formule 1 parce que les informations qu'on peut lire ou entendre sont souvent fausses ou à minima incomplètes. J'ai fait vraiment un énorme travail de recherche, alors j'espère que cette vidéo vous apprendra des choses. Moi, en tout cas, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement des budgets en Formule 1. En F1, pendant des années, l'argent a été le nerf de la guerre. Les top teams disposaient de budgets colossaux dépassant les 400 millions de dollars par saison, et pendant ce temps-là, les petites écuries de fond de grille devaient se contenter de 2 ou 3 fois moins. Face à un tel écart, la question de l'équité sportive se posait. Comment une équipe modeste pouvait-elle rivaliser avec Mercedes ou Ferrari lorsque celle-ci dépensait sans compter? Mais genre vraiment sans compter. L'introduction d'un plafond budgétaire, ou budget cap en 2021, a bouleversé cette dynamique financière. L'objectif était de limiter les dépenses des équipes pour resserrer les écarts en piste, et surtout, assurer la durabilité économique du championnat. Mais est-ce que ce budget cap a vraiment changé la donne? La F1 d'aujourd'hui est-elle plus équitable qu'hier? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo en retraçant l'historique de cette mesure, son fonctionnement, ses exceptions et ses effets concrets, tant économiques que sportifs, sans oublier les polémiques que ça a pu susciter et les perspectives d'avenir. Alors accrochez-vous, on va parler gros sous. Pour comprendre l'origine du budget cap, il faut revenir quelques années en arrière. Au cours des années 2010, les coûts en Formule 1 avaient explosé. Les grandes écuries, soutenues par des constructeurs automobiles ou des multinationales, investissaient massivement dans la performance. En 2019, par exemple, Mercedes aurait dépensé environ 484 millions de dollars sur la saison, Ferrari 463 et Red Bull autour de 445 millions. A l'inverse, certaines équipes sans le soutien direct d'un géant industriel devaient se contenter de budgets 2 à 3 fois moindres. On parle de plus ou moins 270 millions pour McLaren et Williams fermait la marche avec environ 132 millions. L'écart entre le haut et le bas de la grille était tel que plus de la moitié des dépenses totales du plateau provenaient des 3 top teams à eux seuls. Cette inflation des coûts a eu des conséquences sportives et économiques dramatiques. Sportivement, les écuries les mieux financées dominaient outrageusement le championnat, reléguant les plus petites à se battre pour des miettes. Économiquement, plusieurs structures ont disparu faute de moyens. On se souvient des équipes comme HRT, Caterham ou Manor qui ont mis la clé sous la porte dans les années 2010, incapables de suivre la course aux dépenses. La viabilité à long terme du sport était menacée, d'autant que même des constructeurs historiques envisageaient de partir si les coûts n'étaient pas mieux maîtrisés. L'idée d'un plafond budgétaire en Formule 1 n'est pas totalement nouvelle. L'ancien président de la FIA, Max Mosley, en parlait déjà en 2009. Mais à l'époque, le projet n'avait pas abouti face à la fronde de certaines équipes. En fait, il a fallu une conjonction de plusieurs facteurs pour que la mesure voie enfin le jour. D'une part, la pression des équipes indépendantes et de certains dirigeants visionnaires, on pense à Ross Brawn, devenu responsable sportif de la Formule 1, ou à Zak Brown chez McLaren, qui réclamaient un mécanisme pour niveler le terrain de jeu, si je reprends leurs paroles. D'autre part, un événement inattendu a accéléré les choses, la pandémie de Covid-19 en 2020. Avec la saison retardée et des revenus en chute libre, même les grandes écuries ont convenu qu'il fallait réduire les dépenses pour espérer survivre à cette crise. En mai 2020, la FIA et les équipes ont validé l'instauration d'un budget cap à partir de la saison 2021. Initialement, ce plafond était de 175 millions de dollars par an et par équipe, mais il a été jugé encore trop élevé au vu du contexte économique. Finalement, les équipes ont trouvé un accord historique pour abaisser ce seuil à 145 millions de dollars dès 2021. Cette décision, ratifiée par le Conseil mondial du sport automobile, a été saluée comme un moment crucial pour le sport selon Zak Brown, le patron de McLaren, et il a également déclaré « F1 wins today, la Formule 1 est la gagnante aujourd'hui », soulignant que sans cette action, la F1 risquait de ne plus être économiquement soutenable. Il faut savoir qu'avant l'introduction de ces mesures, toutes les équipes perdaient de l'argent chaque année. Pour les gros constructeurs, c'était acceptable, car ils avaient d'autres activités à côté. Mais pour les équipes indépendantes, c'était vraiment très compliqué. Ce budget cap s'inscrit dans les accords Concorde 2021-2025, qui lient toutes les écuries. Il fait désormais partie intégrante du règlement, au même titre que les règles techniques et sportives. Bien sûr, les grosses écuries ont obtenu une période d'adaptation, pour ajuster la taille de leurs opérations sans tout bouleverser du jour au lendemain. Mais le message était clair, terminer les dépenses illimitées. À partir de 2021, tout le monde, ou presque, jouerait selon le même budget maximal. La guerre des dollars laissait place à la guerre de l'ingéniosité. Alors, comment fonctionne concrètement le plafond budgétaire en Formule 1? Le principe de base est simple. Chaque équipe a une limite annuelle de dépenses autorisée pour tout ce qui concerne la performance de la voiture. Pour 2021, on a vu que ce plafond était fixé à 145 millions de dollars. Il a ensuite été réduit à 140 millions en 2022, puis à 135 millions à partir de 2023 et jusqu'en 2025. Ces chiffres valent pour une saison standard. Mais que se passe-t-il maintenant si le calendrier compte plus de courses que prévu initialement? La réglementation financière prévoit des ajustements. Par exemple, le plafond est calculé sur une base de 21 grands prix par an,
le nombre de courses qu'on avait anticipé lors de la mise en place. Si la saison comporte des épreuves additionnelles, les équipes obtiennent une rallonge budgétaire de l'ordre de 1,2 million de dollars par Grand Prix supplémentaire, au-delà de 21. Ces rallonges permettent de compenser les frais logistiques et opérationnels supplémentaires qu'engendre chaque course en plus. Le plafond est également indexé sur l'inflation à partir d'un certain seuil. Là aussi, la FIA a prévu un mécanisme. Si l'inflation dépasse 3% par an, on peut ajuster le montant du cap en conséquence. D'ailleurs, en 2022, face à l'envolée des coûts, comme le transport et pour l'énergie, qui mettaient en difficulté certaines équipes, la FIA a appliqué une hausse unique de 3,1% du plafond en cours de saison, soit environ 4,3 millions de dollars. Christian Horner de chez Red Bull ou Mattia Binotto, qui était alors chez Ferrari, avait tiré la sonnette d'alarme en estimant que sans ce coup de pouce, plusieurs écuries risquaient de dépasser le budget autorisé malgré elles, uniquement à cause de l'inflation. Ça a donné lieu à des discussions animées, mais un compromis a été trouvé pour éviter une catastrophe annoncée. Mais quelles dépenses sont comptabilisées dans ce budget cap? En fait, il s'agit de toutes les dépenses liées à la performance et à l'exploitation des voitures sur la saison. En gros, tout ce qui touche à la conception, au développement, à la construction et à l'exploitation des monoplaces entre dans le calcul. Ça inclut les salaires de la plupart des membres du personnel technique, les dépenses en R&D, les pièces et les évolutions apportées aux voitures, les coûts de fabrication et les opérations en piste, donc le personnel qui voyage sur les grands prix, etc. On peut résumer en disant que si une dépense a une influence sur le chrono de la voiture, elle est probablement placée sous le plafond. On parle donc des coûts opérationnels. Cependant, attention, tout n'est pas inclus dans ces montants. Le règlement prévoit de nombreuses exceptions, c'est-à-dire des catégories de dépenses qui ne sont pas comptabilisées dans le plafond budgétaire. Parmi ces exclusions, on retrouve notamment les salaires des pilotes. Ce qui veut dire que des pilotes comme Verstappen, Hamilton, Leclerc, etc. peuvent continuer à négocier des contrats faramineux. Leurs cachets ne sont pas plafonnés par ce règlement. Pour info, je suis allé voir le salaire d'Hamilton pour 2025 chez Ferrari. Ça serait d'environ 60 millions d'euros par an, hors bonus de performance et hors contrat personnel. Ça commence quand même à causer. Est également exclu les salaires des 3 plus hauts dirigeants de l'équipe. Typiquement, cela couvre le team principal et 2 autres cadres dirigeants de chaque écurie. Par exemple, Adrian Newey, qui est passé récemment chez Aston Martin, empocherait 36 millions d'euros par an. Tout ce qui est promotion, événements avec les sponsors, accueil des VIP sur les circuits, etc. n'entre pas dans le budget cap. La F1 reste un sport vitrine et les équipes ont le droit de dépenser pour leur image de marque en dehors du plafond. Certains frais de support aux employés, comme les dépenses de bien-être du personnel, les plans de retraite ou encore les congés maladie et maternité, sont également exclus du plafond budgétaire. Enfin, et c'est important de bien le comprendre, les investissements à long terme, comme la construction d'une soufflerie, la modernisation d'une usine ou l'achat de machines industrielles, ne sont pas inclus dans le budget cap principal. Pour ces dépenses, la FIA a mis en place un plafond séparé, appelé CAPEX, qui vise à ne pas pénaliser les équipes qui cherchent à rattraper leur retard sur le plan technique. En fait, l'idée, c'est qu'une équipe comme Williams puisse moderniser ses installations sans que ça empiète sur son budget de performance. Ce plafond d'investissement a été instauré en 2021 et fonctionne sur un cycle glissant de 4 ans. Il était initialement fixé à 45 millions de dollars par équipe pour la période 2021 à 2024, mais la FIA l'a modulé selon le niveau de performance des équipes. Les meilleurs avaient droit à environ 51 millions, les équipes de milieu de grille à 58 et les moins bien classées jusqu'à 65 millions. Ce système a été prolongé jusqu'en 2028 avec des montants légèrement revus à la baisse, avant un retour au plafond unique de 36 millions de dollars pour tous en 2029. Et certaines écuries ont d'ailleurs bien joué le coup. McLaren et Aston Martin, par exemple, ont anticipé l'arrivée du plafond et ont investi massivement dans leur infrastructure avant qu'il n'entre en vigueur. Résultat, simulateurs, bancs d'essai, nouveaux bâtiments, tout a été financé hors plafond, ce qui leur donne un avantage aujourd'hui. En résumé, le budget cap concerne vraiment les dépenses sportives à court terme, tout ce qui influence directement la performance en piste. Les investissements à long terme, comme les infrastructures, sont traités à part, avec un cadre spécifique. Et à côté de ça, il y a aussi tout un ensemble de dépenses non plafonnées du tout, comme les salaires des pilotes, ceux des dirigeants ou encore des budgets marketing. Cette liste d'exclusions a été négociée âprement, car elle avantage clairement les grosses écuries. Mais c'était le compromis à trouver pour que tout le monde accepte de jouer le jeu. Tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais concrètement, qui vérifie que les équipes jouent le jeu? Comment la FIA contrôle-t-elle le respect du budget cap? Pour faire respecter le budget cap, chaque équipe doit envoyer ses comptes détaillés à la FIA à la fin de la saison. Ces comptes sont ensuite examinés par une cellule dédiée, la Cost Cap Administration, en gros une sorte de commissaire aux comptes version Formule 1. Si tout est en règle, l'équipe reçoit une attestation de conformité, mais s'il y a un problème, des sanctions peuvent tomber. Et là, on a 3 types d'infractions. D'abord, le dépassement mineur, c'est quand une équipe dépasse le plafond de moins de 5%. Ça peut paraître peu, mais sur un cap de 145 millions, ça représente quand même plus de 7 millions. Dans ce cas-là, la FIA peut infliger une amende, réduire
réduire le temps d'essai aérodynamique, voire retirer des points au championnat, même si ça reste théorique. Ensuite, il y a le dépassement majeur, au-delà des 5%. Là, c'est beaucoup plus grave. On parle de sanctions sportives lourdes, comme l'exclusion du championnat. Autant dire qu'aucune équipe ne veut en arriver là. Ce serait un véritable scandale. Enfin, il y a les infractions procédurales, comme un retard dans l'envoi des documents ou une erreur administrative. C'est moins grave, mais ça reste sanctionné. Par exemple, Williams a pris une amende de 25 000 $ en 2022, simplement pour avoir remis un rapport en retard. La FIA ne plaisante donc pas avec la procédure. Depuis 2021, les résultats des audits sont devenus un moment clé dans le calendrier. On en reparlera. Mais en 2022, bonne surprise, toutes les équipes étaient dans les clous. Et en 2023, rebelote. Aucune infraction majeure. Juste quelques oublis administratifs, mais rien de sérieux. Preuve que le système est désormais mieux compris et mieux anticipé par les équipes. Après le budget de cap lié à la performance des équipes et celui destiné aux infrastructures, il faut aussi parler des motoristes. Eux aussi sont soumis à un plafond budgétaire distinct qui encadre leurs dépenses de développement. Ce plafond a été introduit en 2022 et il est fixé à 95 millions de dollars par an jusqu'en 2025, puis grimpera à 130 millions à partir de 2026 en prévision de la nouvelle réglementation moteur. Les fabricants comme Mercedes, Ferrari, Alpine ou Honda, via Red Bull Powertrains, doivent donc travailler dans cette limite. En 2023, 2 motoristes ont d'ailleurs été sanctionnés pour des infractions procédurales. Honda a écopé d'une amende de 600 000 $ et Alpine de 400 000. Rien de dramatique, c'était des erreurs de reporting, pas des dépassements réels du plafond. Mais ça montre que la FIA applique la même rigueur que ce soit pour le châssis ou pour les moteurs. D'ailleurs, les polémiques autour du budget cap ne se limitent pas aux dépassements constatés. Il y a aussi toutes les discussions, parfois tendues, sur des ajustements du système. Par exemple, que faire quand une équipe enchaîne les crashs coûteux? Faut-il lui accorder une marge de manœuvre? La question a été posée. Mais pour l'instant, aucune solution n'a été validée. Autre débat, l'équité du plafond selon les pays. Une équipe basée en Angleterre ou en Italie n'a pas les mêmes charges salariales qu'une équipe installée en Suisse ou aux États-Unis. En 2024, Sauber, future équipe Audi, a soulevé le problème. Le coût de la vie en Suisse est bien plus élevé que chez ses concurrents directs. Et c'est vrai, d'après l'OCDE, le salaire moyen en Suisse tournerait autour de 80 000 $ en 2022 contre 54 000 au Royaume-Uni. Résultat, pour recruter les mêmes talents, Sauber doit payer plus, et ça pèse très lourd dans le budget cap. La FIA a pris en compte ce déséquilibre et prévoit d'instaurer dès 2026 un système de compensation basé sur les écarts des salaires entre pays. Un correctif bienvenu pour que le budget cap reste équitable, peu importe où est implantée l'équipe. Dans le même esprit, à partir de 2026, les courses sprint seront intégrées directement dans le budget cap. Jusqu'ici, chaque sprint permettait aux équipes de bénéficier d'une rallonge d'environ 300 000 $ hors plafond. Ce ne sera plus le cas. Dès 2026, les coûts liés au sprint devront être absorbés dans le budget global, comme n'importe quelle autre course. Et c'est pas tout, certaines exclusions pourraient aussi être remises en question dans les années à venir. On l'a dit, aujourd'hui les congés maternité, les plans de retraite ou les fêtes des fins d'année ne sont pas comptabilisés dans le cap. Mais en 2024, une proposition a failli faire polémique. Intégrer les congés maternité dans le plafond. L'idée a immédiatement soulevé des inquiétudes. Plusieurs équipes ont alerté sur un risque de discrimination à l'embauche. Si les congés maternité entraient dans le budget, est-ce que certaines écuries n'auraient pas été tentées d'éviter de recruter des femmes, par crainte d'un surcoût? Heureusement, la mesure a été abandonnée. Même chose pour une autre idée tout aussi absurde. Faire entrer les frais de repas de Noël dans le plafond budgétaire. Oui, ça a été sérieusement envisagé. Mais là encore, la FIA a reculé. Ce genre de débat montre à quel point chaque ligne du règlement financier peut avoir des conséquences bien réelles. Et que derrière les chiffres, il y a aussi des questions humaines, sociales et parfois politiques. Alors, au final, est-ce que le budget cap a vraiment changé la donne en Formule 1? Si on regarde l'évolution depuis 2021, la réponse est oui. Mais avec des nuances. La Formule 1 de 2025 n'a plus grand chose à voir avec celle d'il y a 10 ans sur le plan économique. Le plafond budgétaire a permis de resserrer les écarts financiers et on commence à en voir les effets. Des équipes plus solides, un plateau plus homogène et une grille où chacun peut espérer progresser. L'argent reste évidemment un facteur déterminant. Mais il est désormais encadré, audité et surtout limité. Chaque dollar dépensé doit l'être à bon escient, que l'on soit Ferrari ou Haas. Ce nouveau cadre valorise la rigueur, l'ingéniosité, les bons choix techniques, plus que la capacité à aligner des millions. Mais attention, c'est pas encore la grande égalité. Les top teams bénéficient toujours d'un héritage structurel énorme, des infrastructures de pointe, du personnel ultra expérimenté, un savoir-faire accumulé pendant des années, et ça, aucun budget cap ne l'effacera du jour au lendemain. Même avec le même plafond, une équipe comme Williams ne va pas rivaliser en 6 mois avec Mercedes. Le budget cap aide à réduire les écarts, mais le rattrapage reste très progressif. Il reste aussi quelques zones grises. La frontière entre ce qui est dans le cap et ce qui est hors F1 dans les grands groupes peut parfois prêter à confusion. Certaines équipes pourraient être tentées d'utiliser des filiales pour développer discrètement des concepts
puis les transférer. C'est pour éviter ce genre de dérive que la FIA a introduit la directive TD45 en 2023, qui encadre strictement les échanges de propriété intellectuelle entre équipes liées. L'objectif est clair, éviter que l'équipe B développe des pièces hors budget pour l'équipe A. Et maintenant, quelles sont les évolutions à venir? En 2026, le plafond budgétaire sera porté à environ 215 millions de dollars. Mais attention, c'est pas une augmentation des libertés. Ce nouveau cap intègre simplement plus de postes de dépenses, comme les sprints ou certains coûts du personnel, et tient compte de l'inflation accumulée. Autrement dit, les équipes devront faire plus avec autant et pas dépenser davantage. C'est un recalibrage des règles, pas un relâchement. Et c'est pas fini, la FIA continue d'ajuster le système, en fermant des brèches découvertes au fil des saisons. On l'a vu avec le cas des salaires en Suisse, ou encore avec certaines pratiques de contournement. Par exemple, embaucher du personnel à temps partiel ou sous statut de consultant pour ne pas le comptabiliser entièrement dans le cap. Ce type d'astuce devrait être verrouillé dès 2026, avec une règle qui oblige à comptabiliser chaque employé au prorata de son implication réelle. La FIA commence à avoir du recul. Après 3 saisons d'audit, elle affine ses méthodes de contrôle. Le grand défi maintenant, c'est de raccourcir les délais. Quand une infraction commise en 2021 est révélée en octobre 2022, ça crée un flou un peu gênant. L'idéal serait que les sanctions, s'il y en a, tombent avant la fin de la saison suivante, pour éviter que le championnat ne se rejoue à huis clos. Mais vu la complexité des finances en Formule 1, c'est pas si simple. Et puis, il y a tous les sujets sensibles que la FIA n'a pas encore osé trancher, mais qui reviendront tôt ou tard. Faut-il un jour plafonner aussi le salaire des pilotes? Certains grands noms du paddock y sont farouchement opposés. Mais l'idée circule, et la NBA l'a bien fait par exemple. Même chose pour le budget marketing. Pourquoi ne pas limiter un jour les dépenses dans les motorhomes de luxe ou les stands à plusieurs étages? On ne sait pas jusqu'où ira la régulation économique, mais une chose est sûre, depuis 2021, la F1 a radicalement changé de modèle, et les petites équipes en sont la preuve vivante. D'ailleurs, depuis l'instauration du budget cap, aucune écurie n'a fait faillite, ce qui est une première depuis des décennies. Williams, en grande difficulté il y a encore quelques années, a été racheté par le fonds américain Dorilton et fonctionne aujourd'hui avec un plafond proche du plafond, ce qui n'était pas le cas du tout auparavant. Haas, malgré son modèle ultra frugal, continue à se maintenir sereinement. Ce nouveau cadre permet aux petites structures de prévoir l'avenir avec plus de sérénité. Elles savent qu'en face, les autres équipes ne peuvent plus dépenser sans limite. Cette confiance retrouvée, elle se voit aussi dans les chiffres. Selon Forbes, la valeur moyenne d'une équipe de Formule 1 a bondi à 1,9 milliard de dollars en 2023, soit une hausse de près de 276% depuis l'introduction du budget cap. Ferrari est estimé à plus de 3,1 milliards, Mercedes à 2,7 et Red Bull à 2,4. Et même des équipes comme McLaren, Aston Martin ou Alpine voient leur valorisation grimper fortement. Ce nouvel équilibre attire les investisseurs. Redbird, avec Otro Capital et Maximum Effort, a pris 24% d'Alpine en 2023 pour environ 200 millions d'euros. Williams a été sauvé par Dorilton Capital et d'autres fonds s'intéressent de très près à la Formule 1. C'est une bonne chose. Enfin, ce nouveau modèle économique s'appuie aussi sur une meilleure redistribution des revenus, négociée dans les nouveaux accords Concorde. Les top teams continuent de toucher davantage, mais l'écart a été réduit. Chaque équipe dispose désormais d'un minimum vital pour survivre, et ça change tout. Depuis que Liberty Media a repris la Formule 1 en 2017, l'inspiration est claire. Suivre les grands modèles américains comme la NFL ou la NBA, avec un plafond de dépenses et une meilleure répartition des revenus. Résultat, chaque équipe fonctionne presque comme une franchise, avec des conditions plus stables et plus équitables. Aujourd'hui, toutes les équipes du plateau ont théoriquement accès aux mêmes ressources maximales. En pratique, certaines n'atteignent pas encore le plafond, faute de revenus suffisants. Mais on s'éloigne du modèle à 2 vitesses. Le budget cap n'efface pas toutes les inégalités, mais il donne aux 10 équipes les moyens de progresser, de développer leur voiture tout au long de la saison et donc de se battre. Du côté des cadors du championnat, Mercedes, Ferrari, Red Bull, l'adaptation au budget cap ne s'est pas faite sans douleur. Ces géants employaient parfois plus de 900 personnes rien que pour leur programme F1. Alors forcément, respecter un plafond de dépenses a impliqué de revoir l'organisation interne. Certaines équipes ont dû réduire leurs effectifs ou redéployer une partie du personnel vers d'autres projets. Mercedes par exemple a transféré plusieurs ingénieurs vers son programme Formule E ou vers le département automobile de série. La Formule 1 elle-même savait que cette transition prendrait du temps. C'est d'ailleurs pour ça que le plafond a été abaissé progressivement entre 2021 et 2023. Cette rationalisation a également entraîné des effets secondaires. En limitant les dépenses globales, le plafond budgétaire restreint mécaniquement la masse salariale technique. Résultat, les équipes ne peuvent plus proposer les salaires mirobolants qu'elles offraient autrefois à leurs ingénieurs. Et cela pose un réel problème. En dehors de la Formule 1, d'autres industries ou compétitions sont prêtes à payer cher pour attirer ces talents. Par exemple, des ingénieurs brillants, notamment des jeunes diplômés, préfèrent parfois rejoindre des startups technologiques de la Silicon Valley plutôt que des écuries de Formule 1. Même des profils expérimentés quittent la discipline pour des postes mieux rémunérés ailleurs. Et ça soulève une vraie question pour l'avenir. Est-ce que la Formule 1 pourra continuer à attirer les meilleurs ingénieurs du monde si elle ne peut plus les rémunérer à la hauteur de leur valeur? Trouver le bon équilibre entre le contrôle des coûts et le maintien de l'excellence technologique, c'est un défi majeur pour la suite.
Ensuite, un autre effet très concret du budget cap, c'est que chaque dépense imprévue devient un casse-tête. Avant, une équipe bien financée pouvait encaisser plusieurs crashs dans la saison, reconstruire un châssis et continuer sans trop se poser de questions. Aujourd'hui, le moindre accident pèse directement sur le budget global. L'exemple le plus parlant, c'est celui de Williams en 2023 et début 2024. L'équipe dispose d'un budget très encadré et doit optimiser chaque dollar. Mais la série d'accidents survenus cette saison, avec Logan Sargent, Alex Albon ou encore Franco Colapinto en essai, a coûté très cher. D'après James Vols, leur directeur, la facture des réparations cumulées dépassait 2 à 3 millions de dollars. Une somme énorme qui vient directement grignoter le budget de développement. Il a même reconnu publiquement que l'équipe ne savait pas si elle parviendrait à rester sous le plafond en 2024, tant ces incidents ont plombé leur marge de manœuvre. Face à cette situation, Williams a tenté de faire bouger les lignes. L'équipe a proposé à la FIA et aux autres écuries une mesure simple. À partir d'un certain nombre de crashs, par exemple le 10e de la saison, permettre d'exclure du budget cap jusqu'à 1 million de dollars par accident supplémentaire. Une sorte de joker pour ne pas pénaliser à l'excès une équipe malchanceuse ou avec des pilotes un peu trop agressifs. La proposition a été discutée en commission fin 2024, mais elle a été rejetée. Les top teams, en particulier, craignaient que ce genre d'exception n'ouvre la porte à des abus et ne remette en cause le principe même du plafond. Williams a aussi envisagé une autre option, plus risquée, emprunter 5 millions de dollars sur le budget 2025 pour boucler 2024. Mais les règles sont claires. Tout dépassement reporté sur l'année suivante est doublement pénalisé. Autrement dit, emprunter 5 millions aujourd'hui, c'est perdre 10 millions demain. C'est un vrai suicide sportif. C'est à tel point que James Vols, leur directeur, a admis publiquement qu'il vaudrait presque mieux dépasser le plafond et payer une amende, puisque celle-ci ne réduit pas le budget de l'année suivante. Une réflexion un peu cynique mais révélatrice. Dans certains cas extrêmes, l'amende pourrait sembler moins pénalisante que le respect strict des règles. Et ça, évidemment, c'est pas du tout l'esprit du budget cap. Quoi qu'il en soit, l'exemple de Williams montre bien à quel point la gestion budgétaire est devenue ultra serrée. Chaque pièce cassée, chaque aileron, chaque élément endommagé entre dans le grand tableau Excel de l'écurie. Certaines équipes suivent désormais de très près le coût de chaque accident. Les pilotes savent combien coûte chaque erreur, ce qui ajoute une pression supplémentaire, surtout pour les plus jeunes. Évidemment, une révolution comme le budget cap n'allait pas se faire sans friction. L'exemple le plus marquant, c'est l'affaire Red Bull en 2021, qu'on a vite surnommée Cashgate. Après un an d'audit, la FIA a révélé que Red Bull avait dépassé le plafond budgétaire de cette première saison de cap d'environ 1,8 à 2,2 millions de dollars, soit un écart qualifié de mineur car inférieur à 5%. Mais vu que c'était l'année du titre ultra serré entre Verstappen et Hamilton, l'affaire a fait grand bruit. Red Bull a contesté dans un premier temps, puis a accepté un accord à l'amiable avec la FIA. Résultat, une amende de 7 millions de dollars et surtout 10% de réduction du temps de soufflerie pendant un an. Une sanction sportive censée limiter leur développement pour la saison suivante. Certains ont trouvé la punition juste, d'autres trop clémente. En tout cas, la leçon est claire. Même les top teams peuvent être sanctionnés et le budget cap n'est pas juste une menace théorique. Depuis 2021, la F1 a donc basculé dans une nouvelle ère. Le budget cap n'a pas été une réforme de façade. Il a transformé en profondeur la manière dont les équipes fonctionnent, recrutent, investissent et dépensent. Bien sûr, la transition n'a pas été parfaite. On l'a vu, quelques infractions, des débats animés, des ajustements en cours de route, mais globalement, le système tient. En 2022 et 2023, aucune équipe n'a dépassé le plafond. Du côté des motoristes, Alpine et Honda ont été sanctionnés pour des erreurs de procédure, mais aucun dépassement réel. Preuve que la rigueur est là et qu'elle s'applique désormais à tous les niveaux, châssis comme moteur. Ce modèle, plus équitable, a permis aux petites équipes de se stabiliser, d'investir, de rêver un peu plus grand. Williams et Haas en sont les exemples les plus parlants. Et la F1 attire aujourd'hui des investisseurs, des sponsors et peut même envisager l'arrivée d'une 11e équipe comme Cadillac sans trembler. Le budget cap a redonné confiance à tout le paddock. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2026, un nouveau cycle va s'ouvrir. Nouvelle voiture, nouveau moteur et nouvelles règles financières. Le plafond sera relevé, davantage de dépenses seront intégrées et certaines zones grises devront être clarifiées. Le défi sera de conserver l'esprit du cap tout en adaptant son application aux réalités futures. Inflation, fiscalité, développement durable, etc. Des sujets sensibles reviendront forcément sur la table. Le salaire des pilotes, les budgets marketing, l'intégration de nouvelles équipes, l'équilibre reste fragile, mais l'enjeu est simple. Préserver un sport qui reste spectaculaire, innovant, mais aussi économiquement viable. Alors, est-ce que le budget cap fonctionne? Oui. Est-ce qu'il faut l'améliorer? Oui. Mais la dynamique est lancée. Et pour la première fois depuis longtemps, on peut espérer une Formule 1 plus ouverte, plus compétitive et plus saine. Et puis, la prochaine fois que vous regardez un Grand Prix, souvenez-vous d'une chose. Chaque dépassement en piste, chaque stratégie gagnante, chaque millième de seconde gagnée, c'est aussi le fruit d'une gestion budgétaire millimétrée. Depuis 2021, la F1 a changé de modèle. Aujourd'hui, on ne gagne plus seulement à coup de millions, mais à coup de bonnes décisions. Même les équipes qui n'atteignent pas encore le plafond savent qu'elles ne sont pas condamnées à rester derrière. Et ça, c'est déjà une petite révolution. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.